in a few words, I will start with a summary in English of what I am going to say in French. The financial and also the political feasibility of a basic income scheme depends, of course, on the level of the basic income, but also on the modifications, the evolutions of other income redistribution mechanisms. And here I propose 5 points of attention. The first one is the healthcare spending. In the vast majority of the concrete proposal I know of, healthcare is not touched upon. That separate policy, and most of the proposal don't mix the two problems. Second point of attention, social benefits and especially unemployment and retirement benefits. Reducing the share of the benefits related to the lost income, that means a certain percentage of the lost income, seems consistent with the basic income. That means that tomorrow, unemployed people will get, of course, his basic income and a percentage of his lost income, but this percentage will be lower than today. Means-tested benefits should disappear with even a relatively low basic income, at one condition, that you allow that you give to people who are on the labor market, but who have not worked enough to have normal unemployment benefits. These people should get a low unemployment benefits. That means it's mostly for young people. That may be also the case for people who have retired from the labor market for a long time and want to work again. If they search actively a job, they should get unemployment benefit, even if they don't have worked enough in the previous years. Other means-tested assistance, for example, scholarships, should take into account the payment of a basic income. In most countries, exception perhaps in Denmark, even a low basic income brings much more money to the students than the scholarships that exist in most countries. And fifth point of attention, housing assistance. That means social housing or rent allowances could be partially maintained, particularly to respond to difficult social situation and to answer the case raised by Fee van Parijs for people living alone. If you have even a low basic income, plus unemployment benefits for the people who want to work and who actively search for work, plus kind of housing assistance, a housing aid, I think that most of the people, I am even convinced that all the people will get an income tomorrow higher than the poverty threshold. If these rules are followed, my guess is that it is possible to limit the additional financing needs to something between 3 and 5% of GDP in most of the European countries. Two last questions. What is done with administrative cost savings? Indeed, system was simple. With the basic income, will save a lot of administrative cost. And the question is, what do we do with that? Is it used to finance the basic income scheme, or is it used to other uses? I think it's an important question. And the second question has also been raised this morning, is that the distribution of income between singles and households with 2 or more people is modified by a basic income.
And the question is, in most countries, how does this affect the existing social threshold? Should they be modified or not after the introduction of a basic income? Voilà l'essentiel de ce que je souhaite dire. Je vais maintenant apporter quelques précisions en français. Si nécessaire, j'essaierai de le faire aussi en anglais pour que, effectivement, tout le monde puisse suivre. Il y a, vous le savez, deux grandes catégories de propositions d'allocation universelle ou de revenus de base. Il y a une proposition du type de celle qui a été soumise à référendum en Suisse, où pour des personnes qui accepteraient de vivre relativement sobrement, eh bien, elles pourraient s'abstraire de toute participation au marché du travail à vie. Et puis, il y a une conception, je dirais, apparemment moins révolutionnaire, qui consiste à donner un revenu de base, un revenu socle moins important et qui, dans l'immense majorité des cas, ne suffirait pas à s'en sortir tout au long de sa vie, mais qui a effectivement, comme l'a dit Philippe Van Parijs tout à l'heure, plein d'effets positifs, ne serait-ce que de laisser une plus grande liberté aux personnes de choisir un job moins bien payé, mais plus intéressant. Je suis depuis des années partisan de cette seconde version, donc qui rencontre aujourd'hui beaucoup de succès, je pense, dans plusieurs pays européens. C'est des montants, ça dépend évidemment du niveau de vie, situés en gros entre 500 et 800 euros par mois. C'est la proposition, c'est le montant qui a été testé en Finlande et c'est le montant qui se retrouve dans beaucoup de propositions. Alors, que deviennent les interventions existantes en matière de redistribution des revenus? Commençons par les soins de santé. Comme je l'indiquais à l'instant en anglais, les dépenses de santé en général sont sanctuarisées, mais il existe quand même des propositions où on supprime une partie des soins de santé, où on obligerait les gens à recourir à des assurances privées pour financer les soins de santé. C'est par exemple le cas de la proposition d'un président de parti conservateur en Belgique qui propose qu'une partie des soins de santé, dans le cadre de l'introduction d'un revenu de base, soit transformée en assurance privée, chacun prenant l'assurance et se protégeant comme il l'entend. Les allocations sociales, évidemment, c'est la toute grande différence entre les propositions, on supprime toutes les allocations sociales existantes, y compris même parfois les allocations sociales comme pour les enfants, jusqu'à les propositions qui en gardent une partie importante. Ma proposition est ici intermédiaire. On garderait des allocations sociales qui couvrent les pertes de revenus, et cela me semble cohérent avec ma vision, puisqu'effectivement, si on accorde un revenu de base qui est insuffisant dans la plupart des cas pour vivre correctement, ben, il faut bien sûr y ajouter des revenus du travail. Et si on dit qu'il faut ajouter des revenus du travail, il est normal de couvrir la perte de ces revenus du travail. Mais ce serait avec un pourcentage moindre qu'aujourd'hui. En Belgique, par exemple, ce serait de passer de 65 à 45% du revenu perdu. Dans d'autres pays, ça pourrait être de passer de 80 à 65, évidemment, en fonction de ce qui existe dans chaque pays. Mais le cumul d'un revenu de base plus 45% du salaire perdu, le tout calculé sur une base individuelle, donnerait des allocations de chômage, améliorerait la situation des demandeurs d'emploi de manière significative par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc, il ne faut pas se focaliser uniquement sur quel est le pourcentage du revenu perdu, mais il faut tenir compte, évidemment, de l'existence d'un revenu de base. Il y a bien sûr ici, dès lors que demain, les bénéficiaires d'allocations sociales auraient à la fois un revenu de base, le même pour tous, par définition, et un pourcentage de leur revenu perdu, ceci implique un effet redistributif important
au niveau des allocations sociales, c'est-à-dire que les petites allocations sociales auraient demain plus qu'aujourd'hui et l'écart entre les petites et les hautes allocations sociales se réduirait. Le fait d'avoir des pensions qui demain, retirement benefits, qui demain pourraient calculer avec un montant de base le même pour tous, permet de corriger les fortes inégalités liées aux carrières et notamment le fait que les femmes en général ont des carrières moins longues et moins bien payées, ce qui implique donc des pensions moins élevées en moyenne que celles des hommes. Je propose ici de compléter le dispositif des allocations sociales en créant une allocation de chômage pour toute personne qui chercherait activement un emploi, même si elle n'a pas travaillé assez pour avoir droit à une allocation de chômage normale. Ce système existe en Belgique pour les jeunes. Je propose de le généraliser de façon à répondre à l'objection majeure évoquée tout à l'heure par Philippe Van Parijs, c'est qu'un revenu de base à un niveau relativement faible ne permettrait pas de sortir les personnes des niveaux actuels de taux de pauvreté ou de revenus d'assistance. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Il est normal, si on dit que les personnes doivent continuer à contribuer à l'activité de la société en se présentant sur le marché du travail, s'il n'y a pas de boulot pour quelqu'un qui se présente, cette personne a soit droit à une allocation de chômage parce qu'elle a travaillé assez, ou a droit à une allocation de chômage certes réduite, mais qui complète néanmoins son revenu de base. Pour les autres aides, je pense par exemple, et là, il faut regarder la législation dans chaque pays, les bourses d'études, les aides en matière d'énergie, diverses aides sociales, etc., si elles sont liées à un niveau de revenu, donc ce Means Tested Benefits, mais je pense qu'il faut évidemment intégrer dans les revenus le revenu de base, ce qui impliquerait par exemple qu'un certain nombre d'étudiants n'auraient plus, dans mon pays en tout cas, des bourses d'études, mais serait bien mieux avec le revenu de base qui leur donnerait une autonomie financière bien plus grande que celle qu'ils ont aujourd'hui avec les bourses d'études. Tout ce qui est Means Tested Benefits, ce qu'on appelle en français en général les régimes d'assistance, eh bien, je pense que si on complète, je vais y venir, avec des aides au logement et la possibilité d'octroyer une allocation de chômage même à ceux qui n'ont jamais travaillé ou même à ceux qui n'ont pas travaillé assez pour obtenir une allocation de chômage normale, si on cumule l'ensemble de ces dispositifs, on aurait, je pense, dans l'immense majorité des cas, voire dans la totalité des cas, on permettrait à tout le monde de sortir de la pauvreté. Je précise que dans tous les pays que je connais en tout cas, les allocations d'assistance, comme le revenu de solidarité active en France ou l'équivalent dans d'autres pays, sont de toute façon toujours liées à l'obligation d'être actif sur le marché du travail, pour autant évidemment qu'on ne soit pas handicapé ou malade. Je pense qu'il faut garder les aides au logement. Parce que les aides au logement permettraient, je pense, de faire du fine-tuning dans un certain nombre de cas. Donc, autrement dit, d'avoir à la fois l'avantage d'un régime simple de revenus de base, complété avec les dispositifs que je viens d'évoquer, mais aussi de pouvoir faire du fine-tuning dans un certain nombre de situations plus difficiles qu'on ne peut pas couvrir, ou si on devait les couvrir par un mécanisme simple, ça coûterait trop cher. Oui, effectivement, on peut dire, au lieu de donner, disons, 700 € comme revenu de base, on donne 1500 à tout le monde. Dans ce cas-là, effectivement, on couvre toutes les difficultés, mais on augmente évidemment le coût final de la mesure.
Il y aurait encore un certain nombre de questions à évoquer, comme les dispositifs fiscaux, hein, dans quasiment tous les pays européens. Une partie de la redistribution des revenus passe par des dispositifs fiscaux, par exemple des réductions fiscales pour personnes et en particulier pour enfants à charge. La plupart de ces dispositifs ne seraient plus nécessaires et pourraient donc servir à financer un revenu de base de l'ordre de 600 à 800 euros. Je terminerai encore par ceci en disant que cette réflexion sur comment évolue un système de redistribution des revenus dès lors que l'on introduit un revenu de base, entre guillemets, relativement modeste, j'insiste, de l'ordre de 600 à 800 euros, oblige aussi à regarder les arguments de ceux qui proposent des services publics universels et de ceux qui proposent d'accorder une partie de revenu de base en monnaie locale complémentaire. Mais je ne rentrerai pas maintenant, en tout cas, dans cette discussion. Au total, si on applique ce genre d'orientation, c'est-à-dire qu'un certain nombre de dispositifs fiscaux disparaissent, qu'on garde une partie seulement des allocations sociales proprement dites en réduisant le pourcentage de remplacement, etc., etc., je pense que dans la plupart des cas, on peut s'en sortir avec un coût additionnel net de l'ordre de 3 à 5 du PIB, ce qui est finalement pas énorme. Et je pense qu'on peut trouver à la fois qu'on peut trouver des moyens supplémentaires, notamment au travers d'une microtaxe sur toutes les transactions. J'ai bien dit ici une microtaxe et non pas une taxe élevée à laquelle songent certains pour remplacer l'ensemble des prélèvements obligatoires. Dernier point, donc, je me permets d'insister sur l'importance du débat sur les unités de consommation. Beaucoup de ménages dans tous les pays européens, en particulier les ménages pauvres, sont composés de personnes ou de ménages dans lesquels il y a un déséquilibre important des revenus. C'est-à-dire qu'un des deux, souvent l'homme, mais pas nécessairement l'homme, a un revenu beaucoup plus important que l'autre. Dès lors que demain, tout le monde aurait un revenu de base, ça modifierait effectivement à la fois le rapport au sein du couple, mais ce n'est pas l'objet du débat ici, mais modifierait la répartition, je dirais, des unités de consommation entre différents types de ménages. Or, à ma connaissance en tout cas, beaucoup de seuils sociaux dans nos pays européens sont fixés sur base des revenus du ménage et pas de manière individuelle de chaque membre qui compose ce ménage. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à avoir ici, à développer sur l'évolution des unités de consommation et de la répartition des revenus entre différents types de ménages en lien avec les seuils sociaux existants et qu'il faudrait donc probablement faire évoluer pour que l'introduction d'un revenu de base soit l'occasion d'améliorer pour tout le monde la redistribution des revenus et le niveau de vie des personnes les plus pauvres. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.